Épisode 1. La livraison qui change tout. Je m'appelle Henri, j'ai 24 ans. Je vis dans un petit studio à Lyon, près de la Guillotière, un quartier bruyant mais vivant. Pour payer mes études et mon loyer, je travaille comme livreur de courses. Ce n'est pas le métier dont je rêve, mais il me permet de tenir debout, de rester indépendant et de rencontrer un peu de tout dans cette ville où personne n'a vraiment le temps. Ce matin-là, je pédalais sous une pluie fine, fatigué après une nuit trop courte. Une commande m'attendait dans un immeuble ancien du centre, celui avec la grande porte en bois qui grince quand on la pousse. J'avais déjà livré là une fois, mais je ne me souvenais pas du nom. Je montais les escaliers lents, chargé de l'odeur du vieux plâtre et du café matinal. Au 3e étage, je frappai. La porte s'ouvrit doucement, comme si quelqu'un hésitait derrière. Une jeune femme apparut, blonde, les yeux clairs, mais rouges, comme après une longue nuit. Elle semblait fragile, presque absente. Je lui tendis le sac. Elle le prit, mais ses doigts tremblaient légèrement. Et là, avant même que je comprenne ce qui se passait, elle se pencha un peu vers moi et murmura presque sans voix. « Tu lui ressembles tellement, comme le jour où on s'est rencontrés. » Je restai figé. Je ne savais pas si j'avais bien entendu. Son regard se perdit sur mon visage, mais ce n'était pas vraiment moi qu'elle voyait. C'était quelqu'un d'autre, quelqu'un auquel je ressemblais trop. Elle se reprit aussitôt, détourna les yeux, puis souffla un rapide pardon. Elle expliqua qu'elle traversait une période difficile, qu'elle ne dormait pas bien, qu'elle était désolée de m'avoir parlé comme ça. Tout en parlant, elle serrait contre elle le sac de courses comme si c'était quelque chose d'important, un bouclier minuscule entre elle et le monde. J'hésitais à partir, mais je sentais que quelque chose n'allait pas. Je fis un pas en arrière, mais elle releva les yeux et m'arrêta d'un geste discret. Elle me demanda si j'avais une minute. Pas beaucoup, juste une. Je ne savais pas pourquoi, mais j'acceptai. Peut-être parce que dans son regard, il y avait ce mélange étrange de douleur et de besoin d'être entendu. Elle me raconta alors que son fiancé était mort il y a 6 mois dans un accident de voiture. Un choc brutal, impossible à digérer. Elle dit que parfois, sans prévenir, la mémoire lui jouait des tours. Qu'elle croisait un inconnu dans la rue et croyait le reconnaître. Mais avec moi, la ressemblance était si forte qu'elle en avait perdu le souffle. Je restai silencieux. Je me sentais de trop et pourtant incapable de partir. Elle tenta un sourire maladroit, comme pour me rassurer, mais il s'éteignit aussitôt. Avant de refermer la porte, elle murmura que ça lui avait fait du bien de parler, même une seule minute. Je quittai l'immeuble avec un poids dans la poitrine. Je n'étais qu'un livreur, un passant dans sa journée, mais quelque chose dans cette rencontre s'accrocha à moi. Je pédalai longtemps avant de comprendre que son visage, son tremblement, sa voix, continuaient de tourner dans ma tête. Je n'imaginais pas encore à quel point cette livraison allait changer ma vie. Épisode 2. Les rencontres qui ne devaient pas exister. Les jours suivants, je repris mon travail comme d'habitude, pensant que cette livraison n'était qu'un épisode étrange de plus dans ma vie de livreur. Pourtant, quelque chose restait en moi. Une image, une voix, un malaise que je n'arrivais pas à oublier. Je me disais que je ne la reverrais probablement jamais. Lyon est grande, et les vies s'y croisent puis disparaissent aussitôt. Mais le destin, parfois, insiste. Une semaine plus tard, je reçus une nouvelle commande. En voyant l'adresse, mon cœur fit un léger sursaut. 3e étage, même immeuble ancien, même porte de bois. Je restai un moment immobile devant mon téléphone, hésitant. Puis je soufflai et enfourchai mon vélo. Ce n'était qu'un travail, après tout. En montant les escaliers, je me demandais si elle se souviendrait de moi. La porte s'ouvrit presque instantanément, comme si elle m'attendait. Mais son regard, cette fois, était différent. Moins perdu, plus prudent. Elle me remercia poliment, puis voulut refermer. Pourtant, au dernier moment, elle me demanda comment allait ma journée. Une question banale, mais qui sonnait sincère. Petit à petit, les livraisons devinrent plus fréquentes. Pas tous les jours, mais assez pour que cela ne ressemble plus au hasard. Une fois, elle commandait juste une boîte de thé. Une autre fois, 2 pommes et un paquet de riz. Je compris qu'elle ne cherchait pas vraiment les courses. Elle cherchait à parler, mais sans l'avouer. Lors de notre 3e rencontre, elle se montra plus distante. Ses phrases étaient courtes, son sourire absent. Je crus avoir fait quelque chose de mal. Puis, en descendant l'escalier, j'entendis sa voix derrière la porte. Pas pour moi. Elle parlait au téléphone, sèchement, presque en colère. Une dispute avec son père. Les mots m'arrivèrent par fragments. Elle disait qu'elle en avait assez qu'on la surveille, qu'on la force à aller de l'avant, qu'on ne comprenait rien à ce qu'elle vivait. Le lendemain, quand je livrai une petite commande, elle m'ouvrit avec un air fatigué.
Ses yeux étaient gonflés, mais elle tenta un sourire. Elle me demanda si j'avais une minute. Nous restâmes dans l'embrasure de la porte, et elle me confia que sa famille pensait qu'elle s'enfermait dans son deuil, qu'il voulait qu'elle reprenne sa vie, comme si le temps pouvait effacer une personne. Elle disait qu'elle n'avait personne avec qui parler sans être jugée. Je ne savais pas quoi répondre. Je n'étais pas psychologue, je n'étais pas ami, je n'étais qu'un jeune homme livrant des sacs remplis de choses banales. Pourtant, elle me parlait à moi, et je me surpris à vouloir l'écouter. Vraiment. À mesure que les jours passaient, nos échanges devinrent plus longs. Parfois, elle me racontait une anecdote sur son ancien travail. Parfois, elle me posait des questions sur mes études. Mais il y avait toujours cette barrière, invisible mais solide, entre elle et moi. Je sentais son hésitation, sa peur de s'attacher. Et moi, je commençais à craindre de devenir un reflet du passé que je ne connaissais même pas. Un soir, alors que je déposais mon vélo devant l'immeuble, je remarquai qu'elle m'attendait près de la porte. Elle m'avoua qu'elle se sentait seule, mais qu'elle ne savait pas comment demander de la compagnie. Cette vulnérabilité me toucha plus que je ne voulais l'admettre. Je compris alors que quelque chose était en train de naître entre nous. Quelque chose de fragile, peut-être dangereux, mais réel. Et pourtant, aucun de nous ne le savait. Épisode 3, le rejet, puis l'aveu. Les semaines suivantes, notre lien se renforça sans que l'un de nous ose vraiment le reconnaître. Chaque livraison devenait une excuse pour parler quelques minutes de plus. Parfois, je restais sur le palier. Parfois, elle m'invitait à entrer juste le temps qu'elle range 2 ou 3 courses. Rien n'était officiel, rien n'était clair, mais je sentais que quelque chose s'ouvrait doucement en elle, comme une fenêtre restée fermée trop longtemps. Puis, du jour au lendemain, tout changea. Un lundi matin, je remarquai que je n'avais plus aucune commande venant de son adresse. J'essayais de me rassurer en me disant que ce n'était qu'une coïncidence. Mais les jours passèrent, les commandes s'accumulaient ailleurs, et l'immeuble de la rue des Marronniers restait silencieux, fermé, inaccessible. Je me surpris à vérifier 2, 3 fois par jour si une nouvelle livraison apparaissait. Sans succès. J'hésitais à lui écrire, mais je n'en avais ni le droit ni vraiment la légitimité. Nous n'étions rien d'officiel. 2 inconnus qui parlaient trop longtemps devant une porte. Je tentais de me convaincre que tout cela n'avait aucune importance. Mais en vérité, son absence m'alourdissait plus que je ne voulais l'admettre. Un jeudi soir, alors que je traversais le pont de la Guillotière en rentrant de ma tournée, je l'aperçus au loin. Elle se tenait immobile, les mains accrochées à la rambarde, le regard perdu sur la rivière. Quelque chose dans sa posture me fit comprendre qu'elle n'était pas là pour admirer le paysage. J'hésitai un instant, puis je m'approchai. Quand elle m'entendit, elle sursauta légèrement, puis détourna les yeux. Je lui demandai si tout allait bien. Elle répondit par un silence long, trop long. Finalement, elle lâcha, d'une voix brisée mais lucide. J'ai eu peur de m'attacher à quelqu'un qui me rappelle tout ce que j'essaie d'oublier. Je restai sans voix. Elle continua, les lèvres tremblantes. Elle expliqua que notre ressemblance la troublait, que ma présence réveillait en elle une confusion insupportable, qu'elle craignait de confondre le passé et le présent, de s'accrocher à quelqu'un pour les mauvaises raisons. Elle dit qu'elle avait préféré disparaître plutôt que de me blesser, plutôt que de se blesser elle-même encore une fois. Puis elle baissa les yeux, comme si elle venait d'avouer une faute. Je sentis une pointe dans la poitrine, une déception froide mais réelle. Je ne savais pas quoi répondre, alors je ne parlais pas tout de suite. Je voulais trouver des mots simples, honnêtes, qui ne dépasseraient jamais ce que j'avais le droit de dire. Finalement, je sortis une petite feuille de mon sac. J'y écrivis quelques mots courts, presque instinctifs, puis je la lui tendis. Sur le papier, il y avait écrit « Je ne veux remplacer personne. Je veux seulement être là, si tu en as besoin. » Elle lut la phrase, et ses yeux s'humidifièrent. Elle voulut parler, mais aucun son ne sortit. Un vent froid traversa le pont, comme pour souligner la fragilité de cet instant. Elle me remercia à voix basse, puis s'éloigna sans se retourner. Je restai seul face à la rivière, secoué, incapable de comprendre ce que notre relation était vraiment. Tout paraissait suspendu, comme si notre histoire venait de se briser au moment même où elle aurait pu commencer. Ce soir-là, sur le pont, j'eus la sensation que quelque chose venait de se défaire entre nous. Mais je ne savais pas encore qu'il fallait parfois se perdre complètement pour mieux se retrouver. Épisode 4. La rupture avec le passé. Les jours qui suivirent notre discussion sur le pont furent lourds, silencieux. Je continuais à travailler, à livrer des courses d'un bout à l'autre de Lyon, mais tout me semblait mécanique. Je ne pensais pas qu'une simple rencontre, née d'un hasard banal, pourrait laisser un vide aussi étrange. Pourtant,
Chaque fois que je passais près de son quartier, j'accélérais sans m'en rendre compte, comme si mon corps voulait éviter tout souvenir. Pendant presque 3 semaines, je n'eus aucune nouvelle d'elle. Pas un message, pas une commande, pas un signe. Je finis par me dire que je devais tourner la page, que sa disparition était une réponse en soi. Après tout, je n'étais qu'un livreur qu'elle avait croisé au mauvais moment de sa vie. Peut-être qu'elle avait besoin de s'éloigner pour respirer, pour se reconstruire. Je me répétais ça chaque soir, mais l'absence ne se laissait pas apprivoiser. Puis, un mercredi matin, alors que je sortais de mon immeuble pour commencer ma tournée, je la vis. Elle se tenait près de mon vélo, immobile, comme si elle avait attendu que je descende. Son visage paraissait fatigué, mais différent. Apaisé, peut-être, ou décidé. Elle s'excusa de venir sans prévenir. Elle dit qu'elle avait mis du temps à trouver le courage de parler. Je l'invitai à marcher un peu avec moi, le long des quais. Le vent d'hiver soufflait doucement, et nous avancions sans rien dire, chacun essayant de trouver les mots justes. Finalement, elle s'arrêta et sortit de son sac une petite enveloppe pliée plusieurs fois. Elle me la tendit. À l'intérieur, il y avait un message imprimé sur son téléphone, jauni par le temps. Elle m'expliqua que c'était le dernier texto de son fiancé, écrit quelques heures avant l'accident. Il lui disait qu'il l'aimait, mais surtout qu'elle ne devait jamais fermer son cœur au monde, quoi qu'il arrive, qu'elle avait trop à offrir pour s'arrêter de vivre. Elle avait relu ce message des centaines de fois, mais jamais elle n'avait réussi à en accepter le sens. Jusqu'à ces derniers jours, elle me raconta qu'elle était retournée dans la rue où l'accident avait eu lieu, qu'elle avait marché toute seule, longtemps, au milieu des voitures et du bruit, qu'elle avait senti, pour la première fois, non pas l'absence, mais la présence de quelqu'un qui lui disait d'avancer. Elle avait compris qu'elle ne pouvait plus vivre dans un passé figé. Quand elle releva les yeux vers moi, il y avait une lumière nouvelle dans son regard. Une lumière fragile, mais vivante. Elle dit doucement que, quand elle était avec moi, elle ne pensait plus à son fiancé. Pas par oubli, mais parce qu'elle se sentait elle-même. Que mon visage, ma voix, mes gestes ne la ramenaient pas au passé, mais la tiraient vers quelque chose de neuf, de possible. Je ne savais pas comment réagir. Je restais là, simplement, à l'écouter. Elle ajouta qu'elle ne me demandait rien, qu'elle ne voulait pas que je me sente responsable d'elle. Elle voulait seulement être honnête. Pour la première fois depuis des mois, elle n'avait plus peur de reconnaître ce qu'elle ressentait. Nous marchâmes encore un moment. Pas de promesses, pas de gestes brusques. Juste le souffle d'un début, fragile, réel. Elle me sourit en partant. Un vrai sourire, sans ombre. Et moi, pour la première fois, j'osais imaginer que notre histoire n'était peut-être pas condamnée dès le départ. Épisode 5, le jour où tout recommence. Les mois qui suivirent notre promenade sur les quais furent différents de tout ce que nous avions vécu auparavant. Rien ne s'imposa brutalement entre nous. Pas de déclaration soudaine, pas de promesses irréfléchies. Au contraire, tout avançait lentement, presque timidement, comme si chacun de nos pas exigeait une respiration avant d'être posé. Je continuais mon travail de livreur, mais je passais de plus en plus de temps à aider dans un petit garage du quartier, un endroit où j'avais toujours aimé traîner. Le propriétaire, un homme âgé, m'apprit à réparer des moteurs avec patience, jusqu'au jour où il me proposa quelques heures payées. Peu à peu, l'idée de devenir mécanicien en signant un contrat réel commença à prendre forme. Chaque soir, je rentrais fatigué, mais avec un sentiment de construction, de stabilité. Quant à Sophie, elle reprit ses cours à l'université. La première semaine fut difficile. Elle me l'avoua sans honte. Elle se sentait observée, fragile, comme si tout le monde connaissait son histoire. Mais elle tint bon. Elle rencontra à nouveau ses amis, renoua lentement avec sa famille. Son père, avec qui elle s'était disputée, l'invita un dimanche pour un déjeuner simple. Elle en revint bouleversée, mais apaisée. Nous ne parlions pas encore d'amour. Ce mot-là, nous le laissions au loin, comme une porte que nous n'osions pas encore ouvrir. Nous préférions avancer avec des gestes discrets. Un café partagé après mes tournées. Une promenade le soir, quand la ville se calmait. Une conversation longue qui finissait par un silence confortable. Rien n'était forcé, rien n'était joué, mais tout était vrai. Le printemps arriva, et avec lui, une légèreté nouvelle dans l'air. Sophie riait plus facilement. Je dormais mieux. Quand nous marchions côte à côte, je sentais en elle une présence stable, celle d'une femme qui avait traversé quelque chose d'immense et qui en sortait transformée, sans renier sa douleur, mais sans s'y enfermer. Un soir, elle m'invita à dîner chez elle. C'était la première fois que je franchissais la porte sans livraison à la main. L'appartement avait changé. Les photos de son fiancé n'avaient pas disparu, mais elles avaient trouvé leur place dans un coin plus discret, moins central.
Elle m'expliqua qu'elle n'effaçait rien, mais qu'elle apprenait à laisser cohabiter les chapitres de sa vie sans les mélanger. Nous parlâmes longuement, presque jusqu'à minuit. Puis, dans un silence doux, elle me demanda si je voulais sortir prendre l'air avec elle. Nous marchâmes jusqu'au même pont où elle s'était effondrée des semaines plus tôt. Mais ce soir-là, son regard n'était pas perdu. Il était décidé. Elle se tourna vers moi. « Je suis prête maintenant. Prête à avancer. Pas seule, pas dans la peur. Avec toi. » Ces mots étaient clairs, simples, sans tremblement. Ils n'avaient rien d'une impulsion. C'était une décision, une vraie. Je sentis ma gorge se serrer, non pas d'inquiétude, mais d'une émotion profonde, rare. Je ne répondis pas tout de suite. Je m'approchai d'elle, juste assez pour qu'elle sache que mes pas rejoignaient les siens. Je lui dis que je ne remplacerai jamais son passé, que je n'en avais ni la prétention ni l'envie, mais que j'étais là, aujourd'hui, et que je voulais construire quelque chose de solide avec elle. Elle sourit, ce sourire que j'avais appris à reconnaître, celui qui venait de l'intérieur, d'un endroit enfin apaisé. Elle glissa sa main dans la mienne. Cette fois, il n'y avait plus de peur, plus de confusion, seulement une certitude tranquille. Nous restâmes assis à regarder l'eau couler sous le pont, non pas comme on contemple un souvenir, mais comme on observe une route qui s'ouvre. Ce soir-là, notre histoire ne recommença pas. Elle commença vraiment. The End.